Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous sommes dans la dernière revue littéraire. Nous allons parler du livre de Will Smith, Le Seul et l'Unique. Et pour ça, je vous invite, comme d'habitude, à vous hydrater, être équipé d'un papier, stylo, carnet, écouter cet épisode, le partager, mettre les 5 étoiles sur Apple Podcasts pour pouvoir aider le podcast à être écouter des personnes qui en ont besoin. Pour les autres, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute, laisser un petit commentaire sur YouTube. Ça sera toujours un plaisir de vous lire. Pour les plus timides, n'hésitez pas à slide sur les DM du podcast. Et pour les plus corporate, envoyez un petit email. Et voilà, vous savez tout. Maintenant, prenez place, hydratez-vous and get ready. Ah là là, nous sommes déjà à la fin de l'année, ce moment où nous sommes entre repos, fêtes, on se ressource. Et je vous propose de vous ressourcer avec la biographie de Will Smith. Alors Will Smith déjà, qui est-il pour ceux qui ne connaîtraient pas? Will Smith, de son vrai nom, Willard Carroll Smith Jr., est né le 25 septembre 1968. Il est aujourd'hui âgé de 53 ans. C'est un Afro-Américain qui a une palette de talents. C'est un acteur très connu. Vous l'avez vu dans des films comme Men in Black. Vous avez dû le voir dans Bad Boys for Life. What else? I Am a Legend, À la recherche du bonheur. La série à succès Le Prince de Bel-Air. Récemment, il a l'affiche en ce moment du film King Richard qui retrace la vie du père des sœurs Williams. Quoi d'autre? Il a été Independence Day, Each, After Earth, Ali, l'excellent Ali qui retrace, qui est un biopic du basketteur Mohamed Ali, et plein d'autres films à succès. Aussi, Will Smith, c'est un rappeur, et ça, c'est la chose que je ne savais pas. Petite dédicace à Stevie de Music Feelings qui, grâce à sa vidéo, m'a fait découvrir toute la carrière musicale de Will Smith et qui m'a d'ailleurs donné envie de lire ce livre qui n'était pas sur ma liste de livres à lire initialement. Donc voilà pour le background de Will Smith. C'est également un producteur, il est un homme d'affaires, parce qu'il a des entreprises, il a travaillé dans des labels, il est philanthrope, c'est également le père de 3 enfants, Trey, Jaden et Willow, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Et c'est également le mari de Jada Pinkett Smith, que vous avez sûrement vu voir dans des films, je pense à Matrix, c'est ça qui me vient en tête. Elle a joué dans quoi d'autre, Jada? J'avais fait des petites notes parce que j'ai pas beaucoup vu de ces films à cette femme. Girls Trip, Gotham and so on. Elle est également à la tête de The Red Table Talk, qui est un show où elle invite des gens connus pour parler de leur vie, de certains points. Donc c'est un show que j'aime bien, je vous recommande à regarder. Maintenant, on a présenté tout ça. Maintenant, on peut aller plus en profondeur. Alors, le livre de Will Smith, c'est vraiment son autobiographie qui remonte de son enfance jusqu'à ses 50 ans. C'est une autobiographie que j'ai adoré lire. Je l'ai écoutée en livre audio. Oui, je sais, il faut lire des livres en papier. I love that too, but pour ce livre, j'ai tenu à le lire en version audio. Tout simplement parce que c'est lu par Will Smith tout direct. Et moi, j'aime beaucoup la voix de Will Smith. J'aime bien le peps qu'il y a dans sa voix, son énergie. Et pour l'avoir écouté pendant 3 jours, ce monsieur a une voix, mais je vous jure, c'est une dose d'énergie en fait. J'aime beaucoup. Il est très très drôle en plus de ça, donc I love it. Et franchement, sur les 21 chapitres du livre, parce qu'il y a 21 chapitres, je ne sais jusqu'à présent pas vous dire quel est mon chapitre préféré. Parce que son autobiographie, chaque chapitre est juste excellent en fait. Chaque chapitre, tu apprends quelque chose de différent. C'est vraiment agréable à lire. C'est en même temps simple et complexe. Et surtout, j'ai été agréablement surprise en fait d'en découvrir plus sur Will Smith. Alors déjà, je vous dis, disclaimer, moi Will Smith, avant que je lise son livre, je vous dis un petit peu comment je le voyais.
Ne m'insultez pas, hein, mais on doit se l'avouer, on est entre nous, c'est la fin de l'année, on peut se dire les choses. Moi, Will Smith, je le voyais comme un acteur à succès, plutôt beau gosse, qui est un petit peu le cliché du gendre idéal, le cliché du gars qui a tout réussi dans sa vie. Il me fait penser à, je sais pas si on connaît tous des gens comme ça qui, hommes comme femmes, tout ce qu'ils font est parfait. Vous savez un peu, moi j'appelle ça les Mrs. and Mr. Parfait. Ils ont les diplômes parfaits, ils ont la vie parfaite, ils ont le travail parfait, ils ont la femme ou le mari parfait, la maison parfaite, les enfants parfaits, même la coiffure est parfaite. Tout ce qu'ils font est parfait. On dirait des gens qui sortent d'Instagram. Limite, à côté de ce genre de personnes, tu as envie de mettre hashtag corporate goals, hashtag lifestyle. Vous voyez un peu le genre de truc. Et moi, c'est vraiment à ça quand je voyais Will Smith. Et j'ai toujours ce sentiment que c'était quelqu'un qui faisait tout ce qu'il fallait, en fait. C'était vraiment un acteur connu de tous. Moi, je sais que quand j'étais petite, je crois que c'est un des premiers acteurs noirs que j'ai vu sur des affiches de cinéma. Et je sais que toutes mes amies, quand on était au collège, elles connaissaient Will Smith. Enfin, que ce soit des blancs, des maghrébins, des asiatiques et même des noirs. C'est un peu le gars, il faisait consensus au même titre que quand on parle des acteurs comme Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio à l'époque. C'est l'acteur qui mettait tout le monde d'accord et chacun avait un mot sympathique à son sujet. Ah, il est beau gosse, il est trop drôle. Ah, il est sympa. Ah, lui, je l'aime bien. Lui, c'est un peu ce genre de gars, tu vois. Et du coup, quand j'ai vu parce que j'ai quand même vu son livre en librairie, j'étais un peu choquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ce gars va nous raconter dans 21 chapitres, dans un livre qui fait plus de, je crois, 300 pages, un truc comme ça, mais qu'est-ce qu'il a raconté, tu vois. Donc, je me suis dit, allez, donne-toi 3 jours et laisse-toi surprendre. Et franchement, j'ai adoré. Déjà, je vous dis d'office, je vous recommande d'acheter ce livre. Je vous recommande de l'offrir à votre frère, votre cousin, votre oncle, votre père, n'importe quelle personne. Offrez-le ce livre, surtout à des hommes, parce que franchement, c'est juste un livre qui est nécessaire. Notamment pour des hommes noirs. I'm just saying, I need to say it out loud, ok? Alors, moi, les choses qui m'ont touchée dans ce livre, je vais les faire en quelques mots. Vous connaissez les mots-clés. Premièrement, c'est la vulnérabilité. Tout au long du livre, Will Smith nous parle vraiment de ses peurs, de ses incertitudes, de ses incompréhensions. Et il nous en parle de manière très authentique. Et ça, I was like, I love it. Et ça a été ma première grande surprise. Will Smith commence d'ailleurs le premier chapitre qui s'appelle Fear, donc la peur, en nous racontant son enfance. Will Smith, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est l'opposé de 50 Cent. C'est-à-dire, c'est pas un mec qui vendait de la drogue, c'est pas un mec qui était en train de slider entre les balles comme pourrait le faire 50 ou Jay-Z. Non, c'est un gars qui a grandi dans une maison avec ses 2 parents, qui a été dans des écoles, comme il nous le dit bien, entouré de white folks, donc de personnes blanches, avec une maman éduquée qui a essayé de lui donner la meilleure éducation pour qu'il soit par la suite, qu'il aille à la suite dans une université, un papa qui est pas diplômé mais qui a créé sa propre boîte et qui a monté sa propre boîte de ice de glace, pardon, et une entreprise qui a plutôt bien marché. Donc vraiment il vient d'une maison avec ses 2 parents. Il a beaucoup été influencé jusqu'à maintenant par sa grand-mère qui s'appelle Gigi, qui l'affectionne énormément et qui a été pour lui une bonne influence, on va dire, au cours de sa vie. C'est quelqu'un qui vient d'un background où il a en même temps vécu avec un papa qui est très autoritaire, qui met un point d'honneur sur la discipline, sur les efforts, sur le fait de ne pas prendre, comme il dit, il a dit quoi dans son livre ? Le fait d'aller au bout des choses et de ne pas se laisser distraire, avec la fameuse phrase qu'il dit dans son livre qui moi me tue à chaque fois, c'est: quand tu as une mission, quand je t'envoie en mission, c'est son père qui dit ça. Son père dit à son fils lors d'un événement que je vous laisserai découvrir dans le livre, il dit: quand je t'envoie faire quelque chose, je te donne un objectif, il y a 2 options. La première option, tu accomplis la tâche que je t'ai donnée. La deuxième option, si tu ne l'as pas accomplie, tu es mort. Je précise, je dis ça avec beaucoup d'humour, mais c'est vraiment ce que son père a dit dans le livre, parce que son père vient d'un background très militaire,
Et du coup, forcément, il applique sa vision militaire des choses dans sa famille. Et ce qui est bien, parce qu'il apporte une certaine discipline à Will et à la fratrie de Will, le background, comment dire ça, le désavantage en fait de l'éducation de son père, c'est qu'elle est très stricte, qu'il y a peu de place pour pouvoir s'exprimer et que vraiment il fait une éducation, comme Will dit d'ailleurs dans son livre, on va dire un petit peu à l'africaine, même si c'est à l'afro-américaine, c'est-à-dire on fait régner la peur pour protéger ses enfants et être sûr qu'ils réussissent dans la vie. Bref. Et donc voilà, et une maman qui est très tournée éducation, qui est très tournée dans le nurturing, qui est très calme. Et voilà, malheureusement, on apprend au fil des chapitres que son père, autoritaire forcément, j'ai l'impression que ça va un peu de pair, était aussi violent, avait tendance à beaucoup fumer, à boire et de temps en temps à violenter sa mère. Et face à ceci, Will Smith a développé au fil des années une espèce de mécanisme pour pouvoir faire face aux violences conjugales qu'il vivait à la maison pendant son enfance. C'est-à-dire qu'il se disait, si je réussis à faire rire ma mère, si je réussis à la distraire, à faire rire ma mère, à faire rire mon père et à être le fils parfait, mon père n'aura pas de raison de taper sur ma mère parce qu'il sera heureux et du coup, on sera une famille parfaite. Et ça, c'est un point très important dans la vie de Will Smith que vous voyez tout au long de sa vie. C'est cette obsession de please people. D'ailleurs, il se décrit dans le livre comme un pleaser. Il a cette obsession de please les gens parce que s'il fait plaisir à tout le monde, s'il fait rire les gens, s'il divertit les gens, il permet aux gens de se sentir bien et par conséquent d'éviter toute violence en fait. Et d'ailleurs, Will Smith vous décrit dans son livre, dans le chapitre 2 et 3, le fait que pendant son enfance, il a toujours essayé d'être cet enfant parfait, de toujours entertain, de toujours créer des histoires, de parfois raconter des histoires où on ne sait pas s'il y a du vrai et du faux. Toujours dans le but de faire rigoler sa mère, de la distraire, de faire rigoler dans sa famille et de pouvoir amener un petit peu de légèreté. C'est quelqu'un qui a vécu la violence à la maison par son père vis-à-vis de sa mère, mais également à l'école. Quand il était jeune, il a été bully, donc j'allais dire harcelé, mais c'est pas harcelé, plus qu'harcelé. Un bully, c'est vraiment violenté par des voisins, par ses camarades de classe. Et du coup, il a vraiment vécu ces différentes violences à la maison et à l'école comme c'est quelque chose qui l'a beaucoup affecté. Et du coup, il dit qu'il a eu toujours du mal en fait à prendre position et à défendre, à se défendre déjà lui et à défendre autrui. D'ailleurs, plusieurs fois dans le livre, il va dire qu'il a toujours eu ce sentiment qui ne l'a jamais quitté jusqu'à sa vie d'adulte, d'être un lâche, d'être a coward. Premièrement parce que quand sa mère se faisait violenter par son père, et il y a une scène en particulier qui décrit dans le livre où sa mère elle se fait violenter, où il a la possibilité de au moins défendre sa mère, il ne le fait pas et c'est quelque chose qui l'a hanté toute sa vie. Une autre scène qui décrit dans le livre qui moi m'a glacé le sang, je sais pas si ça se dit ça, anyway, qui m'a fait flipper, c'est il explique que dans le quartier dans lequel il vivait quand il était jeune, il y avait un sex offender. Donc un sex offender, c'est quelqu'un qui a abusé sexuellement des enfants et qui a été libéré par la suite parce qu'il a fait sa peine. Et que tout le monde dans le quartier savait que cette personne était un sex offender et que du coup les parents avaient dit à leurs enfants de ne jamais se rapprocher de la maison de cette personne et parce que c'était dangereux. Et il explique que une fois, il a aperçu une petite fille entrer dans la maison de ce sex offender. Et que au lieu d'alerter un adulte, un parent, parce qu'il y a potentiellement un danger que ce sex offender soit en train de répéter un crime qu'il a l'habitude de faire, il a préféré s'échapper dans sa chambre, dans sa chambre puis dans son armoire, pleurer, mais ne pas agir. Donc, Will Smith, vraiment,
est habité entre la lâcheté et en même temps la peur. La peur de qu'est-ce qu'on en dira, de mal faire. C'est vraiment quelque chose qui l'habite dès son enfance et qui va avoir des répercussions tout au long de sa vie. Puis, il nous parle au fil du chapitre du fait que il a eu des difficultés pendant son enfance et même au début de sa carrière à naviguer entre différents mondes. Dans sa maison, il était avec des Afro-Américains, donc le papa, la maman. À l'école, il était dans des écoles principalement avec des personnes blanches, caucasiennes, parce que ses parents estimaient que c'était la meilleure façon d'avoir la meilleure éducation et d'éviter qu'il dérape dans des choses un peu dangereuses. Et du coup, il disait qu'à chaque fois, il utilisait l'humour pour pouvoir naviguer entre les deux différences culturelles, qui sont être avec des personnes blanches et être avec des personnes noires. Parce que quand il était avec des personnes blanches, il y avait toujours cette espèce de racisme latent qui était toujours là en background. Et quand il était avec des personnes noires, il y avait toujours cet esprit de tu n'es pas vraiment un vrai noir. Parce que tu es avec des personnes blanches, parce que tu es dans une famille avec une maison, un papa, une maman. Donc tu ne corresponds pas, entre guillemets, je caricature, mais c'est mieux expliqué dans son livre, au code de l'afro-américain typique qu'on attend. Et du coup, il explique que très jeune, il a développé l'humour parce que c'était la manière de rétablir safety, de rétablir une espèce de sécurité, de mettre tout le monde à l'aise et surtout de se faire accepter et de se sentir protégé. Donc, vulnérabilité. Et ça, je vous donne les grandes lignes, mais c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est la vulnérabilité du fait de son histoire et qu'on retrouve tout au long de son livre. Il nous parle notamment dans un de ses chapitres des différends qu'il a avec ses enfants, avec sa femme Jada, parce que lui, dans sa tête, il a l'image de la famille parfaite qu'il a envie de construire pour pouvoir un petit... Comme s'il veut corriger son passé de fils qui n'a pas eu la famille parfaite. Donc il essaie, quand il devient connu, de construire sa famille parfaite en ayant la maison parfaite, les enfants, etc. Mais sauf que les enfants qu'il a ne sont pas forcément en adéquation avec sa vision. Et il explique vraiment avec beaucoup d'humilité et d'authenticité comment il a été blessé de voir que la vision qu'il veut pour sa famille et comment les membres de sa famille le vivent n'est pas en adéquation. Il explique comment il a vécu le décès de son père. C'est vraiment très émotionnel. Et ça, c'était ma grande surprise, c'est de voir à quel point Will parle beaucoup de ses émotions, de ses peurs. Il te parle aussi de ses regrets. Il nous parle notamment dans un de ses chapitres, quand il est sur le tournage du film Ali, comment il se retrouve avec son casting à aller à Maputo. Et il rencontre Nelson Mandela avec qui ils vont manger au cours d'un dîner. Et par la suite, il va reprendre sa vie, etc. Et Nelson Mandela lui rappelle à plusieurs reprises que ça serait bien que tu viennes me voir pour qu'on puisse échanger comme une espèce de catch-up. Et Will Smith, en fait, qui est comme d'habitude habité par la peur, le sentiment qu'il n'est pas à la hauteur du monument, de l'icône qu'était Nelson Mandela, il va repousser. Et un jour, il va apprendre que Nelson Mandela est mort et il explique que ça a été un de ses plus grands regrets de sa vie. De ne pas avoir osé outrepasser sa peur, ses propres insécurités pour pouvoir rencontrer Nelson Mandela qui lui avait plus que tendu la main. Donc vraiment dans le livre, tu as plein de moments comme ça où Will Smith s'ouvre en fait. Et c'est en ça où je trouve que moi ça m'a beaucoup touchée parce que il te met à nu sa vulnérabilité, son histoire, ses ressentis. Donc vulnérabilité, émotion. Autre chose que j'ai aimé dans le livre, c'est la fin. L'ambition. Cette fin de réussir et cette façon de croire en son rêve envers contre tous, et notamment envers sa mère. C'est-à-dire que Will Smith, il nous explique comment il a découvert le monde du hip-hop via son cousin Paul, qui lui a fait découvrir le hip-hop parce qu'il était venu vivre chez eux pendant un certain temps et qui lui a fait découvrir, parce qu'à l'époque, c'est pas comme en 2021, c'était pas l'époque d'internet, c'était le monde des cassettes, qui lui a fait écouter une cassette, qui l'a emmené à New York, my favorite city in the world anyway, et qui lui a vraiment fait découvrir le hip-hop qui n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Avant, le hip-hop, comme il nous dit, c'était vraiment
quelque chose d'un peu marginal que tu écoutais sur le côté, qui était vraiment, que tu pouvais même, qui ne passait pas à la radio. Il nous raconte vraiment les origines du hip-hop. Et ça, franchement, c'est dans le chapitre 4. J'ai adoré ce passage parce que tu comprends vraiment comment le hip-hop est né, l'impact que ça a eu déjà à l'époque et les grands noms qui commençaient déjà à émerger. Il nous cite euh, une de ses plus grandes inspirations d'ailleurs qui s'appelle Kaz, Grand Kaz si j'ai bien noté, qui est une personne qui l'a inspiré à se lancer dans le hip-hop et à commencer sa carrière dans le hip-hop. Il nous explique comment il a rencontré un de ses plus grands amis qui est DJ Jeff, avec qui ils vont travailler et collaborer pendant de très longues années. Et surtout, au fil des chapitres, il nous explique comment, à force de travail, de répétition, d'écriture, parce que Will Smith, il nous dit que dès ses 12 ans, il écrivait lui-même ses propres rythmes, ses propres lyrics, et qu'il y travaillait encore et encore en écoutant en fait les rappeurs dont il admirait en fait le flow, les punchlines et tout ça, et qu'en fait il a répété pendant très longtemps, tout seul de son côté, puis après de manière professionnelle qu'il allait taper aux portes pour pouvoir performer lors de soirées, lors d'événements. Et d'ailleurs il y a cette blague que Will Smith fait souvent et que j'adore. Franchement il est trop drôle, écoutez-le ce livre, j'étais mort de rire. Il disait, à un moment dans le livre, il dit on a fait tout comme événement parce qu'il travaillait avec son DJ. Il disait on a fait les soirées, les soirées, les balles de promo. Il te cite tout type d'événements où il a pu performer. Et il dit cette phrase qui, moi, me casse de rire à chaque fois. Il fait nommez seulement, on l'a fait. You name it, we did it. Tout le temps, il dit cette phrase dans le truc et ça me casse de rire parce qu'il le dit avec tellement de joie et tout ça qui rend... qui me cassait de rire. Et surtout, là où je vous dis que c'est la fin, il nous raconte comment, pendant une bonne partie de son adolescence, il n'a pas arrêté de networker, de travailler, de rencontrer des DJ, de rencontrer des MC, de noter ce qui marche, ce qui ne marche pas, étudier le public et décider de ne pas aller au college, donc à l'université, pour pouvoir faire ça de manière professionnelle. Et il a dû affronter sa mère. Sa mère qui, comme je vous ai dit au début, elle, c'est Nana qui a été diplômée, qui travaille dans une université, qui, pour elle, l'éducation, c'est tout. Elle a préparé toute sa vie pour que ses différents enfants aillent à l'université, soient diplômés. Et elle a même, d'ailleurs dans le livre, Will Smith le dit, elle a même accepté de supporter, entre guillemets, les coups de son mari et de rester avec ses enfants parce qu'elle se disait, quand ils iront à l'université, ça sera l'accomplissement, entre guillemets, de sa vie. Et là, il y a Will Smith qui lui dit, maman, non, en fait, moi, je vais pas aller à l'université, je vais faire du hip-hop, quoi. Et je vais gagner ma vie comme ça. C'est dans le chapitre 5 qui s'appelle Hope. Vous imaginez bien, vous-même vous connaissez. Vous connaissez que ces genres de choses, c'est pas une histoire de temps. Je pense que tu peux être en 2020, tu peux même remonter dans les années 1800. Les mères, j'imagine déjà la tête de sa mère, elle était absolument pas d'accord pour plusieurs raisons. Déjà parce que pour elle, le hip-hop, c'était rien, ça voulait rien dire. 2, elle ne connaissait pas ce monde, donc elle avait peur. Et 3, elle a vécu, sa mère et son père ont vécu dans un moment où il y avait la ségrégation. La grand-mère de Will Smith, du côté paternel, a vécu dans un temps où c'était très compliqué pour les personnes afro-américaines. Et du coup, la mère de Will Smith, pour elle, la seule manière dont pouvait réussir une personne noire, c'était par l'éducation. C'était la seule option. Et là, son fils veut tout crash down pour un hobby qui n'a ni queue ni tête. Parce qu'une fois de plus, comme je vous dis, à l'époque de Will Smith, le hip-hop, c'était pas le hip-hop et la musique de manière globale pour un jeune garçon afro-américain, c'était pas un truc, c'était pas une carrière. Tu faisais pas carrière dans la musique, en fait. Et Will Smith dit quelque chose qui m'a énormément touchée. Il dit personne ne peut prédire le futur. Les conseils que vous donnent les gens sont une réflexion
de la limite de chacun. Quand vous avez un rêve, protégez-le. Et n'oubliez jamais ceci, et il parle de sa mère en disant « Je ne suis pas ma mère, elle n'est pas moi. Mes rêves sont les miens, mes potentialités sont les miennes, et c'est tout. » Et je vous le paraphrase, bien évidemment, dans le livre, il le dit beaucoup mieux que moi. Puis moi, je l'ai écouté en anglais. Et c'est quelque chose que je me suis dit, damish. C'est quelque chose, il n'a pas inventé le show d'un ce monsieur, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais le fait de l'entendre lui le dire, avec le détail de sa mère qui est contre, qui est totalement contre, et d'ailleurs il le dit, avec sa mère, ils vont aller dans une espèce de petite guerre froide, parce que sa mère va tout faire pour qu'il aille au collège et qu'il arrête entre guillemets son hobby, tu vois. À tel point que c'est le père qui va devoir faire le médiateur entre la mère et Will Smith et trouver un compromis pour que Will Smith et sa mère puissent trouver un terrain d'entente. Et du coup, après de dures négociations, la famille arrive sur un compromis. Will Smith va avoir 1 année uniquement pour pouvoir faire ses preuves. Et s'il y arrive, tant mieux, il fera du hip-hop sa carrière. S'il n'y arrive pas, il rentrera dans le chemin que sa mère avait prévu pour lui, à savoir aller être diplômé. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et dans l'esprit de l'ambition, là, on n'est qu'au début. C'est-à-dire que là, ce que je vous dis, ce n'est que les débuts d'à quel point Will Smith est ambitieux. Vous connaissez la suite. Will Smith va faire sa carrière en tant que rappeur. Il va avoir une tournée qui va aller dans tous les États-Unis. Il va partager j'allais dire le stage. Il va partager la scène avec des grands noms de la musique, le groupe Run DMC, Beastie Boy, Queen Latifah, Nothing by Nature, and so on and so on. Il va faire des enregistrements jusqu'à Londres. Le mec, il a à peine 20 ans, il est une star, il est millionnaire. Des milliers de gens connaissent les paroles de ses musiques by heart. À tel point qu'il est en mesure d'acheter une maison à sa grand-mère et d'aller vivre avec sa copine de l'époque, Mélanie. Donc, franchement, il réussit son pari. Et il prouve à sa mère et son père qu'en fait, il a raison. Sauf que ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que, oui, il a réussi son pari, mais parce que cette célébrité et le succès et l'argent sont venus d'un coup, il n'avait pas anticipé. On en revient toujours. Là, ça me fait penser au livre, la revue littéraire que je vous ai parlé quand je vous avais fait la revue de Patricia Bratt. Il n'avait pas anticipé les taxes. On en revient toujours à ça. Il n'avait pas anticipé les taxes, il n'avait pas anticipé certaines réalités, en fait, de ce qu'il faut payer. Le fait que quand tu vas en tournée, à l'époque, c'est lui qui devait être en charge de payer la personne qui conduit le bus, la gestion des salles, comment tu organises la vente des tickets, tout ça. Il n'avait pas toute cette connaissance-là. Ce qui fait que par la suite, il va se retrouver broke, en fait. Il va se trouver broke, il va quasiment être en bankruptcy et il va devoir embaucher un avocat pour pouvoir faire le point de ses finances et repartir from scratch de zéro. En plus de ça, pour tout aider, sa copine de l'époque, Mélanie, va le tromper. Elle va le tromper, il va mal le vivre et il va se séparer de celle-ci bien plus tard après avoir passé un long temps à dépenser de manière compulsive pour pouvoir solutionner sa peine de cœur alors qu'en fait il aurait dû passer autrement. Mais, et c'est là qu'on revient à mon deuxième point qui est l'ambition, ce que j'aime chez Will Smith, c'est que il reste toujours focus. Et par focus, j'entends, malgré le fait qu'il va avoir une baisse de carrière, un peu de bankruptcy et tout ça, il va continuer à networker. Il va continuer à rester aux écoutes des opportunités et il va se retrouver lors d'un dîner chez Quincy Jones, chez lui, à être présenté, à devoir présenter en fait, se présenter déjà auprès de grands noms de gens du cinéma. Et il nous cite plein de gens très connus dans le monde du cinéma et des gens influents tels que Michael Jackson, Tata O qui est là, vous connaissez Tata Oprah, dès qu'on parle d'elle, j'en peux plus, je suis heureuse. Et il va être casté en live, c'est Quincy Jones, pour
la série à succès qui va changer radicalement la vie de Will Smith, la fameuse série à succès Le Prince de Bel-Air. Et c'est en ça où moi je trouve que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le livre, c'est que Will Smith reste affamé et il est tellement affamé qu'il ne s'arrête pas. À chaque fois, il est en mode, ok, j'ai peur, parce qu'il dit tout le temps dans les films, j'ai peur, je vais pas réussir, je ne vais pas avoir ma vie parfaite, mais il reste toujours focus sur, on va au prochain truc. Donc voilà, et d'ailleurs, Will Smith, il a un talent, je trouve, il ne le dit pas dans son livre, mais il a un talent, c'est cette capacité à sauter sur les one life opportunity. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans l'histoire de Will Smith, il y a toujours des opportunités qui lui tombent dessus. Et à chaque fois, il va te dire, j'ai peur, c'est pas la bonne chose. Il y a toujours, on va dire, son cerveau qui lui dit, laisse tomber, gars, c'est pas la bonne chose. Et son cœur qui lui dit, bon, on fait quoi? Et il va toujours sauter sur l'occasion. Pour un peu de contexte dans le chapitre 10 qui s'appelle Alchemy, quand il nous raconte comment ça s'est passé, le casting pour la série Le Prince de Bel-Air, comment il avait peur, comment en fait Quincy Jones l'a un peu pris dans un guet-apens lors d'une soirée où il avait déjà tout préparé sans qu'il sache, parce que lui il voulait Will Smith dans le show, quoi. Il voulait le prince dans le show. Sauf qu'il n'avait pas prévenu Will Smith. En gros, il avait dit à Will Smith, ah viens, ça serait une soirée, mais en fait la soirée c'était déguisé en fait en casting, où il a tout préparé. Il avait déjà un avocat pour préparer le contrat, il avait déjà le producteur, l'exécutif, le deuxième exécutif, producteur, enfin... En gros, dites-vous, c'est comme si, je caricature, c'est comme si Oprah, je vais dans le futur, je vais dans un truc totalement illogique. C'est comme si moi, je suis invitée dans une soirée d'Oprah, et elle me dit, ah ouais, t'inquiète, ça sera juste une soirée, sauf qu'en fait, derrière, elle a un projet, et elle a déjà prévu un avocat pour préparer un contrat, elle a déjà un exécutif producteur, elle a déjà d'autres personnes qui sont censées voir un petit peu ce que j'ai dans le ventre. Et elle me dit, ah au fait, j'ai ce projet-là, montre-moi ce que tu sais faire. C'est exactement ce qui s'est passé pour Will Smith. Et ça, quand j'ai lu ce chapitre, j'étais en mode, what the fuck? Genre, c'est insane. Et ce que j'aime, c'est comment Will Smith, il a toujours cette capacité à être transparent en mode, il le dit à Quincy Jones, je suis pas prêt, il me faudrait une semaine, il me faudrait un mois. Et Quincy qui lui dit, écoute, je te donne cette opportunité, elle changera ta vie. C'est une comme on dit là, c'est a one life opportunity. Donc en fait, t'as pas intérêt tu peux pas la louper en fait. C'est maintenant ou jamais. Et il saute dessus. Et c'est quelque chose qui va se reproduire une deuxième fois quand Will Smith va être contacté par Steven Spielberg. Si vous ne connaissez pas, tapez sur Google, ultra connu. C'est une icône. Dans le cinéma, c'est une icône. Vous devez connaître ce monsieur. Il est derrière E.T., il est derrière Les Dents de la Mer et plein d'autres films iconiques dont vous avez forcément entendu parler ou vous avez peut-être vu. Il est contacté pour jouer dans le film Men in Black, qui est un film un petit peu sci-fi, un peu humoristique comme ça. Et à l'époque, quand il est contacté pour jouer dans ce film, Will Smith, il est en mode « Ah, je suis pas trop chaud, quoi. Ça m'intéresse pas, j'ai déjà eu un petit succès au cinéma, ça va. » Et pareil, même action. Steven Spielberg lui dit « Viens à la maison et tout, viens chez moi dans les Hamptons. » Très fancy, les Hamptons, by the way, anyway. Il va chez Steven Spielberg. Steven Spielberg lui demande pourquoi tu veux pas jouer dans mon film en fait. Il lui explique ses justifications qui sont totalement légitimes. Et là, pareil. Steven Spielberg, comme ça s'est passé chez Quincy, lui dit en fait, fais-moi confiance. Fais confiance à quelqu'un qui, a plus d'expérience et deux, qui a des credentials. Par credentials, j'entends quoi? Qui a déjà des succès. Parce que comme je vous dis, Steven Spielberg, il a déjà les credentials. À l'époque où il contacte Will Smith, qui à l'époque est déjà connu, mais c'est rien à voir avec le monument qu'est Steven Spielberg. Il lui dit, écoute, fais-moi confiance. Et là, Will Smith a encore la jugeote de se dire, ok, je suis pas très chaud pour ce projet, mais le gars quand même, il a des vrais films, quoi. Il a Les Dents de la Mer, il a E.T., il a Jurassic Park, il a Retour vers le Back to the Future. Il a des films. Donc peut-être que je devrais écouter le monsieur qui a déjà, comme on dit, des credentials avant d'hésiter.
Et donc, c'est comme ça que Will Smith se retrouve à jouer dans le film de Steven Spielberg. Donc, voilà, c'est vraiment toujours cette capacité à dire j'ai peur, je ne suis pas prêt, mais je saute à chaque fois sur les opportunités qu'on me met à disposition. Donc là, on est sur ambition. Et la dernière chose qui, pour moi, me traduise l'ambition de Will Smith, et ça, je l'ai noté parce que j'ai trouvé que c'était vraiment le The truc qui, moi, m'a vraiment... comment dire ça? Pas striking, mais qui m'a beaucoup marqué, c'est... Quand je vous dis que Will Smith est quelqu'un d'ambitieux et quelqu'un de très compétiteur, parce que quand tu dis ambition, ça c'est forcément lié à la compétition. Tu peux être ambitieux sans compétition, ça n'existe pas, selon moi. C'est dans le chapitre 14 et surtout 15 que j'ai dit, gars, I love you. Will Smith est quelqu'un, comme je dis, dravé par l'ambition, ce rêve qu'il veut mener. Son rêve ultime, même s'il ne le dit pas, c'est... Il ne le dit pas tout de suite, mais au fil du livre, tu te rends compte, il veut être une grande star du cinéma américain. C'est son goal, c'est son end goal. Et avec son ami et son conseiller de l'époque, ils se disent, ok, tu veux être une grande star du cinéma, quelle est la recette miracle des big movie stars? Et là, avec son ami, je ne vous dis pas c'est quoi, je vous laisserai aller lire dans le livre. Il répertorie en fait les 3 ingrédients qui font qu'une star de cinéma est a big movie star. Après avoir répertorié ça, il commence à se dire, ok, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir atteindre ceci? Donc du coup, ils mettent en place un plan avec son conseiller, son buddy, et puis après par la suite son manager. Et maintenant qu'ils ont établi le plan, le goal, il se dit, ok, Will Smith commence à se dire qui sont les meilleurs dans mon domaine et du coup qui sont mes compétiteurs. Et Will Smith, je ne sais pas ce qu'il avait avec Tom Cruise, mais il avait une obsession avec Tom Cruise parce que Tom Cruise est cité plusieurs fois dans le bouquin de Will Smith et à chaque fois il dit qu'il était obsesse par Tom Cruise parce qu'à l'époque Tom Cruise c'était vraiment la crème de la crème des acteurs. Alors Tom Cruise, si vous ne connaissez pas, pareil, allez googliser ce monsieur. Vous l'avez vu dans des films comme Mission Impossible. Tom Cruise, vous l'avez vu dans quoi d'autre vous avez pu le voir? Mission Impossible, Entretien avec un vampire. Il en a fait des films, ce monsieur. Je ne peux même pas tous vous les citer. Moi, je vous dis là ce qui me vient à chaud. Il avait fait un autre film là que j'avais pas mal aimé avec Nicole Kidman. Comment ça s'appelle? Il en a fait plusieurs avec Nicole Kidman. Il en a fait plein. Top Gun, voilà. Donc Tom Cruise, si vous ne connaissez pas, allez regarder. C'est un acteur dont on ne parle pas trop aujourd'hui parce qu'il n'est plus dans la hype de l'époque, mais c'était à l'époque, en tout cas, c'était un grand acteur. Et du coup, il nous dit qu'il a étudié sa compétition. Et là où il étudie la compétition, il se rend compte que une grande star, ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille beaucoup sur la promotion, les têtes d'affiche. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il se dit Tom Cruise, c'est le meilleur acteur et c'est surtout quelqu'un qui fait une très bonne promotion des films. Ce qu'il fait, il était connu apparemment, Tom Cruise, pour, quand il allait sur les tapis rouges, il signait les autographes jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autographes à signer. Et Will Smith se dit, ok, ma compétition, je veux être le meilleur dans ce domaine. Je suis en compétition et d'ailleurs, il va nous le lister par la suite avec des acteurs comme Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Tom Hanks, Denzel Washington, Jack Nicholson, Matt Damon, Meryl Streep, Angelina Jolie. Il les a cités, ces gens-là, que je suis en train de vous dire. Et il se dit, quelle est ma valeur ajoutée? Et il se dit, ma valeur ajoutée, c'est que, je suis Will Smith. Contrairement à Tom Cruise, moi, je peux chanter. Et du coup, il se met à chanter pendant les promos. Il se met à faire des concerts privés gratuits pendant les promotions de certains films. Il raconte même que Tom Cruise était très connu pendant les promotions à enchaîner la promotion de films pendant des plages de 4 heures dans différents pays. Que ce soit l'Allemagne, la France, l'Italie, voilà, c'était vraiment la force de Tom Cruise et c'est ce qui permettait à Tom Cruise d'être un des acteurs les plus bankable pendant un certain temps. Et donc, ça c'est vraiment, et je vous recommande, c'est vraiment le chapitre 14 et le chapitre 15
qui m'a vraiment confirmé que Will Smith, derrière cette image d'homme parfait, de gendre parfait, d'acteur parfait, qui a tout fait parfait, il y a une obsession pour le succès, l'ambition, les chiffres et être le meilleur. Et le fait que le gars, il ait listé ses compétiteurs, j'ai juste adoré en fait. Et moi, je me rappelle très bien, surtout quand j'étais adolescente, je vous confirme que Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Angelina Jolie, c'était des gens, ils étaient tous dans des affiches. Hein. Aujourd'hui, bon, Brad Pitt, il est encore connu. Mais moi, quand j'étais adolescente, c'est des gens, ils faisaient tout le temps des trucs. Moi, je sais que, par exemple, Tom Cruise, j'ai vu beaucoup de ses interviews. Il est très drôle et tout. Je vous parle même pas de la fameuse interview où il a sauté sur un canapé chez Oprah. C'est une interview que j'oublierai jamais. Mais chaque acteur a sa façon de faire. Brad Pitt, il va beaucoup jouer sur... Brad, en fait, être Brad. Johnny Depp, c'est beaucoup plus profond. Angelina Jolie, c'est ma préférée. J'adore les interviews d'Angie. Regardez-la. Elle est très flirty, profonde. I just love her. Je ne suis pas rationnelle quand on parle de ce genre de personne parce que littéralement, c'est mon adolescence. Tom Hanks, excellent acteur. Denzel Washington, bref. Là, dans les compétiteurs de Will Smith, il y a ce que moi j'appelle le triangle d'or de la crème de mes acteurs, à savoir Brad, Leonardo DiCaprio, Denzel. Pour moi, c'était mes acteurs préférés quand j'étais ado parce que déjà, je les voyais partout. Et ils avaient la capacité, et c'est toujours le cas aujourd'hui, à te faire vivre des émotions, à te faire sentir des choses que tu peux pas... c'est pas explicable, tu vois. Et ça, bref. Meryl Streep, iconic. Jack Nicholson, flippant le mec, flippant. Matt Damon, we love it. Donc, non, là, des bons compétiteurs. Et d'ailleurs, il nous explique dans le chapitre 15 toujours, c'est que il a réussi à battre ses compétiteurs pendant plusieurs années sur 3 points. Il était au niveau du box-office, tout simplement, en termes de chiffres, de vente de tickets de films, etc. Il a réussi à battre ses compétiteurs. Il a réussi aussi à battre ses compétiteurs sur un deuxième point, c'est permettre d'attirer des financements pour un projet de cinéma. Et le troisième point, où apparemment il dit qu'il était le seul à réussir à faire ça, attirer une démographie diverse. Et je ne suis pas étonnée parce que quand je vois les compétiteurs de Will Smith, qui sont, je vous dis, on est dans la crème de la crème de la crème de la crème des acteurs. Si vous constatez, c'est majoritairement blanche, masculin, sauf Meryl Streep et Angelina Jolie. Et là où Will Smith et Denzel Washington, ils ont un avantage par rapport à la compétition, c'est que oui, ils sont en minorité ethnique, mais justement, parce qu'ils sont en minorité ethnique, contrairement aux autres, ils peuvent attirer un public différent. Ça peut être des afros, mais pas que. Et c'est vrai que ça reste un avantage non négligeable. Donc, voilà, la fin de réussir, c'est quelque chose que tu ressens tout au long du livre de Will Smith. D'ailleurs, quand il raconte son enfance, il dit que ses matières préférées, c'était les maths. Et il explique que c'était les maths et les sciences. Il disait qu'il aimait les maths parce que les maths, ce sont des sciences exactes, qui n'avaient pas de zone grise. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, je pense que c'est pour ça que j'ai toujours été nulle en maths. No joke. Et il m'a fait penser à mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui m'a toujours dit, quand j'ai lu cette phrase de Will Smith, j'ai pensé à mon père directement parce que mon père m'a toujours dit, et tous les matheux que j'ai rencontrés dans ma vie depuis que je suis petite jusqu'à aujourd'hui, c'est la même phrase qu'ils te disent toujours. Les maths, c'est exact. Et à chaque fois, j'étais en mode, mais that's boring. Pourquoi chercher l'exactitude quand tu peux aller dans la subtilité ? Et je pense que c'est là où je sais que je suis littéraire dans l'âme. Même si j'aime pas ce côté-là de moi, j'ai toujours dit, c'est quand j'ai écouté cette phrase de Will Smith que j'ai compris la différence entre les matheux et le reste du commun des mortels. Anyway, fermons la parenthèse. Donc, le livre m'a touchée pour la vulnérabilité, avec les émotions, l'ambition. Et le troisième point qui m'a touchée dans le livre de Will Smith, c'est la spiritualité. C'est-à-dire que je vous ai dit, il y a 21 chapitres dans le livre de Will Smith. Pendant quasiment plus de 16 chapitres, tu es embrigadé dans
un Will Smith qui veut réussir, qui un drogué du travail, qui veut accumuler les récompenses, qui est satisfait d'être toujours un tueur des box-office parce qu'il fait toujours des chiffres incroyables, parce qu'il réussit à construire sa famille parfaite, qui te raconte comment il est content d'avoir sa femme parfaite, ses 3 enfants malgré un divorce qu'il a mal digéré, tout ça. Il, t'as quelqu'un qui est très driven par je show off, par l'ego et par les possessions. C'est-à-dire que quand tu lis ce livre, s'il y a un truc qui m'a beaucoup surpris, c'est cette envie de posséder. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui, quasiment plus du 3/4 du livre, c'est je veux et je veux posséder. D'ailleurs, il y a un moment dans le livre où il est en thérapie de couple avec sa femme et quand il doit dire, sa femme doit dire ses priorités dans la vie et Will Smith doit dire ses priorités, Jada elle dit ma priorité dans ma vie c'est 1 mes enfants, 2 Will, 3 moi et 4 ma famille étendue et les autres. Et Will, et ça m'a I was like what the fuck, il dit ma priorité dans ma vie c'est 1 moi, 2 Jada, 3 les enfants et 4 ma carrière. Alors qu'en vrai, je pense qu'il a dit Jada pour pas la blesser parce que moi quand je lis son livre, pour moi c'est 1 c'est moi, 2 ma carrière, 3 Jada, 3 mes enfants. Parce que ce qu'il faut comprendre c'est que il a tellement besoin de reconstruire cette famille idéale parfaite qui n'a c'est pas qu'il ne l'a pas eu mais sans faille, qui court à chaque fois vers cette construction mentale là. Et du coup, en fait, le fait d'avoir une femme et des enfants, c'est pas j'ai une femme parce que je l'aime et parce qu'elle m'apporte, je sais pas, euh, je sais pas, on connecte émotionnellement. Non, c'est j'ai une femme et des enfants parce que c'est comme un peu, vous savez, les enfants quand ils jouent, je sais pas si ils font encore ça aujourd'hui, mais à l'époque, on voyait des enfants quand ils jouaient par exemple à la Barbie ou au truc, c'est ah ben voici ma maison, voici ma cuisine. Et j'ai l'impression que c'est comme un garçon qui joue en permanence au même jeu de je construis ma maison en Lego, je construis ma famille parfaite et je recommence encore jusqu'à ce que ce soit parfait. Et c'est très lié à la possession en fait, c'est très lié à la possession pour se prouver comme ce besoin de dire j'ai accompli quelque chose. Et en fait, vers la fin du livre, il traverse en fait une crise existentielle parce que déjà avec sa femme ça va plus. La naissance de Willow Smith va totalement le déboussoler. Je vous laisse découvrir plus en lisant le livre. Et d'ailleurs, spoil alert, Stevie en a bien parlé dans sa vidéo, donc je ne vais pas rallonger là-dessus. Mais la naissance de sa fille et la dynamique de sa famille va totalement lui éclater à la gueule. Et il va se rendre compte en fait que oui, t'es célèbre, t'as l'argent, t'as la fame, tu réussis tout au niveau de chiffres, mais ta famille et ta dynamique de couple sont, comme diraient certains, éclatés. Non, je rigole. C'est pas là, c'est pas au beau fixe. Et surtout, t'es, t'es, t'es pas heureux en fait. Il se rend compte qu'il est pas heureux et il va se décider à changer la narrative. Il va nous parler de sa séparation temporaire avec sa femme Jada, parce que Jada, en fait, elle lui explique qu'elle ne supporte pas à quel point il est self-centered, à quel point il est pas égoïste, mais si, quasiment narcissique. Notamment, elle va lui dire ça dans la gueule quand, pour les 40 ans de Jada Pinkett, il va il va lui organiser un anniversaire de rêve qui est unique, qui est honnêtement iconique. Mais, comment vous le dire? Il faut vraiment le lire pour comprendre la subtilité. C'est-à-dire que si on te dit ce qu'il a fait comme fait, tu vas te dire « Oh my God, c'est trop romantique, c'est génial ». Sauf que quand tu lis au travers du prisme de Will Smith, tu te rends compte qu'il n'organise pas un anniversaire pour sa femme en invitant un certain nombre de gens parce que il veut créer une émotion chez elle. C'est toujours ce besoin de « je veux prouver au monde que je suis parfait, que je suis bien ». Et on en revient dans ce que je vous disais au début, le gendre idéal. Et voilà. Et pareil, quand il nous raconte quand Will Smith va aller dans une dépression, etc., la pression qu'il met sur sa famille, etc., tout ça va lui éclater à la gueule. Et on va arriver dans un chapitre, les derniers chapitres qui, moi, m'ont comblé.
le chapitre 19, quand il va se retrouver à faire une retraite pour pouvoir un peu processiser tout ça en fait. Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à se focaliser sur lui-même? Et surtout, et il le dit, je le cite, I didn't enjoy being with myself. Qu'est-ce qu'il fait qu'il n'aime pas être avec lui-même en fait? Qu'est-ce qui fait qu'il a besoin, et il a toujours besoin il a toujours eu besoin au cours de sa vie, je vais y arriver, je suis fatiguée, de performer en fait, de please les autres au point de ne pas aimer être avec lui-même tout seul. Et ça, franchement, moi, là, on est dans les choses que j'aime. Vous-même, vous connaissez, dès qu'on va dans les choses comme ça, là, spirituelles et tout ça, c'est ma drogue, c'est ce que je kiffe, c'est ce que j'adore. De toute façon, ce livre, j'ai adoré. Du premier jusqu'à la fin, j'ai kiffé. Il nous explique comment il va travailler avec une professionnelle qui s'appelle Miranda Bohem, qui va l'aider à travailler sur qu'est-ce qui le rend heureux en fait. Et d'ailleurs, il nous explique pendant le chapitre 20 et 21 qu'il va vraiment travailler sur a spiritual journey. Il va travailler sur a healing pour pouvoir fixer ce qui ne va pas. Et au final, tu te rends compte quand tu lis ça que... Et c'est pour ça que j'adore la psychanalyse et j'adore tout ce qui est lié à la psychologie, c'est que tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est lié à des blessures d'enfance qu'il n'a jamais résolues en fait. Et c'est pour ça qu'il court en permanence vers ce besoin de performer, d'être meilleur. C'est pas parce qu'il veut juste être meilleur, c'est parce qu'il veut accomplir quelque chose qu'il n'a pas réussi à accomplir petit. Bref, lisez ce livre, c'est vraiment super intéressant. Et la fin du livre, donc il y a le côté spirituel qui est très prenant. Et notamment, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait kiffer les derniers chapitres, c'est il nous explique qu'il a une peur de l'eau. Voilà, il a peur de l'eau, il n'aime pas nager. Et il nous explique toute une espèce de fiction qui s'est créée dans sa tête entre la peur de l'eau et ce qui est réel et comment il a réussi à outrepasser cette peur. Et Miranda va l'aider à surmonter cette peur. Et elle va lui dire quelque chose qui est ultra important, c'est l'eau, c'est comme les femmes en fait. Elle va lui faire une métaphore une comparaison en comparant l'eau, l'océan plus précisément, l'énergie de l'eau et de l'océan avec la femme. Et il va se procéder tout un processus de réveil qui va aider Will à se retrouver avec lui-même en fait. Et on arrive après dans le dernier chapitre, le chapitre 21, où il va accompagner son père qui va mourir. Et comment il va vivre les derniers moments de vie avec son père. Et là, pareil, il nous fait encore des références à la spiritualité. Donc, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touché. Beaucoup, beaucoup touché les derniers chapitres. Et voilà. J'ai beaucoup ramble. Je pense que je suis all over the place, comme d'habitude. Vous-même, vous connaissez. J'ai dû oublier plein de choses. Mais globalement, c'est un livre que je trouve primordial à lire. J'ai survolé plein de choses, mais quand je regarde mes notes, je me rends compte que j'ai survolé plein de choses, mais chaque chapitre est crucial. C'est un livre qui est plein de leçons sur la stratégie, sur le réseautage, sur la capacité à s'entourer de mentors, la capacité à reconnaître ses failles, sur le fait de devoir fixer ses blessures d'enfance et les admettre, sur son ego. Il y a vraiment, tout le long du livre, je me suis dit, si je devais décrire le livre de Will, le mot qui me viendrait à la tête, c'est l'ego, en fait. Parce que quand je lis toutes les relations entre ses collaborateurs, les gens avec qui il va sa famille, ses enfants, ses aspirations, ses déceptions, c'est relié à l'ego. L'ego, cet enfant qui n'a pas résolu certaines blessures. Et c'est beau parce que malgré ça, il a réussi à construire une carrière, à changer de manière définitive sa narrative et l'histoire. Donc très très beau. Autre passage du livre que j'ai beaucoup adoré et qui m'a encore fait plus aimer Jada Pinkett, c'est quand Will Smith nous raconte sa rencontre avec Jada, comment ça s'est passé, quand il nous raconte la profondeur de Jada,
le fait que c'est quelqu'un de très profonde, qui lit beaucoup, qui est très tourné sur, sur certaines diperies. J'ai adoré. Et je ne suis pas surprise, mais le fait de le lire m'a confirmé certaines choses sur que je pensais sur elle. C'est un super livre. Franchement, lisez-le. Si vous voulez qu'on en discute aussi plus, tenez-moi au courant. Je pense que j'ai assez ramble comme ça pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette dernière revue littéraire de l'année. Comme d'habitude, mettez les 5 étoiles, partagez-le, abonnez-vous. Et on se dit à l'année prochaine. Prenez soin de vous. Bonne soirée, bonne journée. À bientôt. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune. Pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir.